Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Volodymyr Zelensky sur la sellette. Alors que les négociations russo-américaines se poursuivent, le président ukrainien semble pousser vers la sortie. En Autriche, les nationalistes du FPE ne sont pas parvenus à former un gouvernement bloqué par la droite qui s'est montrée trop rigide dans les négociations. Et enfin, en France, l'arrivée de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel a reçu l'aval des parlementaires à défaut d'être vraiment légitime. Zelensky sera-t-il bientôt fini? Le président d'un pays encore en guerre restera-t-il en cas d'arrêt des combats? L'accélération des négociations semble pousser cette icône d'un monde dépassé vers la sortie. 5 ans, 8 mois et 3 jours de présidence, Volodymyr Zelensky, propulsé au rang d'icône par la guerre, résistera-t-il à la paix? Les récentes évolutions tendent à penser que non. Les négociations que les États-Unis veulent mener essentiellement en tête-à-tête avec le Kremlin mettent à l'écart l'Union européenne, d'une part, mais aussi l'Ukraine. Donald Trump qualifie ainsi Volodymyr Zelensky de dictateur, arguant qu'il n'a pas organisé l'élection présidentielle qui devait avoir cours dans son pays le 31 mars 2024. Il convient de noter que l'organisation d'un tel scrutin dans un pays en guerre est compliquée. La loi martiale ukrainienne empêche pour l'heure un tel scrutin et l'organisation d'élections serait à haut risque d'un point de vue sécuritaire en matière de contrôle mais également de logistique et de légitimité. En effet, plus de 7 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays depuis le début du conflit, tandis que 4 500 000 ont déménagé à l'intérieur du territoire. De son côté, le président américain s'est totalement détaché du narratif de son prédécesseur en affirmant que c'était son homologue ukrainien qui avait provoqué l'invasion russe. Le Kremlin n'en attendait probablement pas tant et il convient ici de rappeler que le rôle des États-Unis n'est pas neutre dans le déclenchement de cette guerre. Peu importe pour Trump qui estime ne pas être comptable du bilan de son prédécesseur. Inventant une cote de popularité de 4% pour son homologue ukrainien, qui se situerait en réalité à 57%, Donald Trump semble désirer tourner la page d'un président dont l'opposition frontale, et logique pour un pays en partie envahi, sera probablement inadaptée à une période de paix. Revendiqué isolationniste, Trump fait ici dans l'interventionnisme, en se penchant sur le fonctionnement d'un État tiers. Mercredi, l'envoyé spécial des États-Unis, Kate Kellogg, a déclaré que des élections présidentielles doivent être organisées d'ici la fin 2025, affirmant que cela serait un signe d'une démocratie saine. Une proposition qui se rapproche de ce que préconise le Kremlin, qui estime que Zelensky ne serait plus légitime depuis l'expiration de son mandat en mai 2024. De son côté, le président ukrainien ménage Donald Trump et affirme que le président américain vit dans un espace de désinformation. Il attribue par ailleurs cette désinformation à la Russie, ajoutant un peu de complot à la confusion induite par les extravagances de Donald Trump. Ces déclarations mises de côté, la question de la présidence ukrainienne devrait revenir sur le devant de la scène dans les semaines et les mois à venir. Les prétendants ont déjà pointé le bout de leur nez. Ainsi, l'ancien président Poroshenko, président du principal parti d'opposition au Parlement, a-t-il été sanctionné il y a une semaine pour haute trahison. Celui-ci ne serait cependant pas dans les favoris. Valéry Zaloujny, ancien commandant en chef des armées, qui est suspecté d'avoir participé au sabotage de Nord Stream, est très populaire. C'est le cas aussi de Serhiy Prytula, ancienne vedette de la télévision, qui a multiplié les démarches de levée de fonds en faveur de l'armée ukrainienne. Enfin, le chef des renseignements militaires, Kirilo Boudanov, âgé de seulement 32 ans, se voit aussi prêter des ambitions présidentielles. Ces trois profils seraient capables, à en croire la presse ukrainienne, de l'emporter contre Zelensky. Le président, adulé par les démocrates américains et l'intelligentsia bruxelloise, pourrait néanmoins être tenté de s'accrocher un peu au pouvoir. Tout d'abord, le pouvoir est une drogue et en la matière, on peut imaginer que Volodymyr Zelensky ne saura pas se défaire de cette dépendance également. Par ailleurs, le président ukrainien a été à de multiples reprises suspecté de faits de corruption, et cela avant même la guerre qui a frappé son pays. En 2021, son nom était évoqué dans les Pandora Papers, qui révélaient l'existence de sociétés offshore de Volodymyr Zelensky et de ses alliés politiques. Le chef d'État aurait-il également profité de l'apport de milliards de dollars avec la guerre pour faire des petites affaires? Oui ou non, les suspicions seront là dans un pays hautement corrompu et la perte du mandat présidentiel pourrait l'exposer à des poursuites. Zelensky pourrait donc être tenté de s'accrocher au pouvoir, d'autant que sa cote de popularité lui permet d'espérer pouvoir l'emporter. Mais il semble bien que, comme pour la guerre, ce ne soit pas lui qui ait toutes les cartes entre les mains. 5 mois après les élections législatives, l'Autriche n'a toujours pas de gouvernement. Les partis centristes font tout pour barrer la route de la chancellerie aux populistes du FPE
qui sont pourtant arrivés en tête du scrutin. Un sujet de Nicolas de Lamberterie. Ces dernières années, un peu partout en Europe, en Roumanie, en France ou encore aux Pays-Bas, tous les coups semblent permis pour retarder, saboter ou empêcher l'arrivée au pouvoir des populistes de droite. Le cas autrichien est particulièrement marquant puisque les négociations de constitution d'un gouvernement à la suite des élections fédérales autrichiennes du 29 septembre dernier semblent être au point mort. Pour la première fois de son histoire, le FPÖ conduit par Herbert Kickl était arrivé en tête de ce scrutin avec près de 29% des voix et 57 sièges sur les 183 que compte le Conseil national autrichien. Le FPÖ, qui a déjà participé à des coalitions gouvernementales entre 2000 et 2005, puis 2017 et 2019, mais toujours comme partenaire junior de la coalition, se voyait ainsi pour la première fois en position d'accéder à la chancellerie d'Autriche. Mais dans un premier temps, les deux autres grands partis, le centre-droit de l'EVP et les sociodémocrates du SPE, annonçaient refuser de gouverner avec le FPÖ conduit par Kickl, et le président de la République, le Vert Alexander Van der Bellen, confiait au chancelier sortant Karl Nehammer, arrivé en seconde position, le soin de mener des négociations en vue de la constitution d'un gouvernement. Pour la première fois depuis l'après-guerre, des négociations tripartites étaient entreprises entre l'EVP, le SPE et les libéraux du NEOS, étant donné qu'à eux deux, l'EVP et le SPE ne totalisent que 92 sièges au Conseil national, soit seulement un tout petit siège de plus que la majorité absolue. Sauf que voilà, après 3 mois de négociations tripartites, les trois partis se sont avérés dans l'incapacité de se mettre en accord sur un programme commun de gouvernement, notamment au sujet des questions budgétaires, et c'est la mort dans l'âme que début janvier, Alexander Van der Bellen a confié à Herbert Kickl le soin de mener de nouvelles négociations pour constituer un gouvernement fédéral autrichien. Mais les négociations entre le FPÖ et l'EVP n'ont pas eu davantage de succès, puisque la semaine dernière, Herbert Kickl a annoncé l'échec des négociations et réclamé une nouvelles élections législatives. D'après les affirmations du FPÖ, les conservateurs de l'EVP voulaient non seulement un nombre plus important de ministères que le FPÖ, mais aussi les plus importants, en particulier les finances ou l'intérieur. Ils étaient en particulier très réticents à ce que le FPÖ obtienne le ministère de l'Intérieur, poste qu'a occupé Herbert Kickl entre 2017 et 2019, arguant que lorsque le FPÖ a occupé cette fonction à l'époque, les services des autres pays européens étaient devenus moins coopératifs avec les services autrichiens. Côté FPÖ, on affirme que l'EVP ne voulait absolument pas que le FPÖ obtienne l'Intérieur, de crainte qu'une étude approfondie soit faite des mesures Covid prises par l'EVP à l'époque. Pour rappel, à la différence de la plupart des partis dits populistes en Europe, qui s'étaient avérés des plus modérés dans leur critique des mesures Covid, le FPÖ et Herbert Kickl s'étaient montrés particulièrement fermes dans leur opposition à l'ensemble des mesures Covid. Kickl a donc préféré renoncer au poste de chancelier plutôt que de gouverner les mains liées. Un pari audacieux, mais que les sondages et les scrutins locaux qui se sont tenus depuis octobre semblent valider. L'Autriche est donc maintenant dans le flou, car il n'était jamais arrivé pendant aussi longtemps qu'aucun gouvernement ne sorte des urnes du scrutin législatif. En cas de nouvelles élections, le FPÖ est donné très grand favori, aux alentours de 35%, tandis que les conservateurs de l'EVP s'écrouleraient à 18% en 3e position. Raison pour laquelle l'EVP et le SPE tentent désespérément de constituer un gouvernement de fortune pour éviter à tout prix de nouvelles élections. Mais à moyen terme, il se pourrait bien que le FPÖ sorte encore plus fort d'une situation d'où il serait actuellement exclu du pouvoir. Pour peu, bien évidemment, que le processus démocratique normal soit maintenu et suive son cours, ce qui semble de moins en moins être le cas en Europe. Richard Ferrand a l'approbation du Parlement et va prendre la tête du Conseil constitutionnel. Ce proche d'Emmanuel Macron siégera au sommet d'une institution largement dévoyée. Renaud de Bourleuf. Richard Ferrand peut fanfaronner. L'ancien président de l'Assemblée nationale, déchu lors des élections législatives de 2022 et n'osant pas se représenter en 2024, va accéder le 7 mars à la présidence du Conseil constitutionnel, sommet de l'ordre juridique français. Rappelons que c'est le président de la République qui a le pouvoir de nommer celui qui dirigera la haute juridiction. Cette nomination peut être bloquée dans les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat avec 3/5 des voix. Mercredi, Richard Ferrand a eu chaud aux urnes, il a échappé au veto parlementaire à 1 voix près. Les différentes forces politiques de gauche et de droite, y compris LR, ont appelé à voter contre lui. À la surprise générale, un parti d'opposition a fait exception, le Rassemblement national. Le groupe Rassemblement national ne pouvait évidemment pas soutenir
cette candidature. Cependant, nous vous annonçons que nous avons voté l'abstention. Nous nous sommes abstenus sur ce choix. Nous nous sommes abstenus pour plusieurs raisons et nous allons essayer ensemble d'y revenir. La première d'entre elles, c'est parce que nous avons posé des questions précises à Richard Ferrand sur comment il envisageait évidemment sa présidence au Conseil constitutionnel. Il nous a rassurés, il s'est engagé devant la représentation nationale, devant les députés présents. Les commentaires vont bon train sur un accord qui aurait été conclu entre le RN et la Macronie. Et qu'on sait très bien qu'une des premières grandes questions que devra trancher le Conseil constitutionnel une fois les nouveaux membres nommés est cette question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur une question semblable à celle qui concerne Marine Le Pen sur l'inéligibilité en cas d'exécution provisoire. Ce à quoi le RN rétorque que les différents partis de droite et de gauche ont tous été, je cite, des soutiens directs ou indirects d'Emmanuel Macron, justifiant ce choix de l'abstention par une volonté d'éviter le pire. Sans se prononcer sur la question « Richard Ferrand est-il le pire ?», son profil a de quoi interroger. Ancien journaliste et directeur d'une agence de graphisme, il n'a aucune expérience juridique. Du moins en tant que juriste, comme justiciable, il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt. En 2011, les Mutuelles de Bretagne, dont il était directeur général, ont décidé de louer à Brest des locaux commerciaux appartenant à sa compagne pour y ouvrir un centre de soins. L'affaire sera classée sans suite pour prescription. Le fond de l'affaire n'aura ainsi jamais été tranché. Richard Ferrand a un atout dans sa poche, sa proximité connue avec Emmanuel Macron. En 2016, le député socialiste a été le premier parlementaire à rejoindre le parti En Marche, fraîchement créé par celui qui était ministre de l'économie. Devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand est revenu sur son lien avec le président de la République. Et n'ai-je pas démontré, lorsque je présidais cette Assemblée, mon indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif? Je m'adresse à ceux qui siégeaient alors. Réponse: pas vraiment, à en juger par cette anecdote remontant à la crise Covid. Fin 2020, Richard Ferrand, alors président de l'Assemblée nationale, est interrogé par des magistrats de la Cour de justice de la République sur les communications entre le Parlement et l'Élysée dans le cadre de la crise sanitaire. Avant de leur répondre, Richard Ferrand aurait envoyé une note au service de communication de l'Élysée qu'il aurait fait remonter à Emmanuel Macron. Ce dernier aurait alors apporté une correction. En d'autres termes, le président de l'Assemblée nationale ne s'est exprimé devant les juges qu'après relecture et correction par le président de la République. Une curieuse conception de la séparation des pouvoirs, ce qui pose encore plus de questions aujourd'hui alors que le Conseil constitutionnel n'est plus seulement l'arbitre de l'exécutif et du législatif. L'avocat Pierre Gentillet est revenu pour nous sur les évolutions de cette institution. Le Conseil constitutionnel a changé progressivement. En 1958, son rôle, c'était, pour reprendre l'expression de Michel Debré, simplement le chien de garde de l'exécutif. C'était une garantie pour éviter que le parlementarisme sorte de son lit, ce qui fait que le Conseil constitutionnel était surtout utilisé par le pouvoir exécutif comme une menace au cas où le Parlement décidait de sortir de ses prérogatives. À partir de 1971, le Conseil constitutionnel va progressivement changer de nature. Il n'est plus simplement le juge de la conformité des lois à la Constitution de 1958, mais aussi de principes philosophiques, de principes relativement flous contenus dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le préambule de la Constitution de 1946 et d'autres principes non écrits qu'il invente, qu'il dégage, comme on dit pudiquement, et qu'il va utiliser à des fins qui sont assez nettement des fins politiques, puisque la question de savoir si on accorde ici un droit ou non par-dessus ce que la loi a prévu, c'est évidemment une décision de nature politique. On voit quelle est la réalité de cette institution et on comprend aussi l'importance d'une réforme constitutionnelle s'agissant du statut du Conseil après 2027. Ça paraît incontournable. Une institution politique qui n'a pas censuré les mesures de confinement ou le pass vaccinal, mais qui a retoqué les amendements du projet de loi immigration, pourtant votés par les parlementaires élus. Dans une autre décision de 2024, le Conseil constitutionnel s'octroie le droit de revisiter des lois étendant le champ de l'aide juridictionnelle aux clandestins et non plus seulement aux étrangers réguliers. Un exemple de volonté de tordre le bras des lois votées par le Parlement. Reste à savoir à quoi pense Emmanuel Macron en nommant un individu qui a approuvé, à titre personnel, la possibilité de faire un troisième mandat présidentiel, et ce au mépris de la Constitution. Richard Ferrand est cependant revenu sur cette position lors de son audition au Parlement. Quoi qu'il en soit, il aura un rôle déterminant dans les 9 années à venir, qui couvriront 2 élections présidentielles. Passons à présent à l'actualité en bref. Motion de censure, épisode 6. Mercredi, le Premier ministre François Bayrou a une nouvelle fois échappé à la censure, venue cette fois des députés socialistes.
Le PS visait les propos du chef de gouvernement sur le sentiment de submersion migratoire, ainsi que l'affaire des violences sexuelles à l'école Notre-Dame de Bétharram sur laquelle François Bayrou a multiplié les défenses maladroites. C'était aussi l'occasion pour les socialistes de se réaffirmer en force d'opposition, après avoir refusé de censurer le gouvernement lors du budget, une attitude qui leur a valu les foudres du groupe LFI. Mais la motion de censure a échoué, ne recueillant que 181 voix, loin des 289 nécessaires, mais faisant ainsi le plein au sein du bloc NFP. Un échec prévu d'avance, suscitant les railleries de François Bayrou et poussant même les députés socialistes à quitter l'Assemblée en plein débat. C'est dommage, Monsieur Faure, je vais parler de vous, c'est bête. J'avoue que c'est la première fois que je vois un parti qui dépose une motion de censure quitter l'Assemblée pendant la discussion de sa motion de censure. La Macronie veut faire bonne figure avant le salon de l'agriculture. Jeudi, le Parlement a adopté le projet de loi agricole. Le texte contient principalement des mesures symboliques, consacrant notamment l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Concrètement, il s'agit de faciliter le parcours des projets de structures de retenue d'eau ou de bâtiments d'élevage hors sol lorsqu'ils sont mis en balance avec un objectif de préservation de l'environnement. De nombreux juristes doutent de son efficacité, mais l'adoption du texte arrive à point nommé 2 jours avant l'ouverture du salon de l'agriculture, après un chemin de plusieurs mois pour un projet de loi déposé en avril dernier. Aurore Berger va avoir une nouvelle raison de pleurnicher. L'ancien ministre, redevenu député du parti macroniste, a vu la police débarquer dans son cossu domicile parisien dans le cadre de l'affaire du lobbying des crèches privées. Cette perquisition a eu lieu la semaine dernière, mais a été rendue publique seulement mercredi. Accusée d'avoir menti devant la représentation nationale, celle qui a testé toutes ou presque toutes les nuances du centre droit, est mise en cause pour des liens supposés avec une lobbyiste des crèches privées. Elle aurait ainsi, selon ses détracteurs, protégé des crèches privées alors que des faits de maltraitance contre les enfants avaient pu être constatés. Elle pourra difficilement invoquer des trous de mémoire ou un changement d'époque comme peut le faire François Bayrou. C8 et Énergie 12 bientôt débranchés. Mercredi, le Conseil d'État a rejeté le recours visant à maintenir les 2 chaînes de télévision sur la TNT. Selon la haute juridiction administrative, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, n'aurait pas commis d'illégalité en écartant les 2 chaînes. Concernant Énergie 12, la décision était motivée par un manque de programmes inédits et une perte d'audience. Quant à C8, la chaîne s'est vue officiellement reprocher des manquements à ses obligations, qu'il s'agisse de la maîtrise de l'antenne ou du respect des droits de la personne. Mais beaucoup y voient une atteinte à la liberté d'expression. Les 2 chaînes quitteront la TNT samedi 1er mars. L'actualité internationale, en bref. L'Allemagne se réarme. L'industrie de l'armement a le vent en poupe chez nos voisins germains et les groupes d'armement s'envolent en bourse. La cadence pourrait encore s'intensifier puisque le président de la Fédération allemande de l'industrie défend une participation de toutes les entreprises du pays à l'effort de défense. Depuis la conférence de Munich, le cours du fabricant allemand de blindés, de munitions et de systèmes d'artillerie s'est envolé de près de 30% et témoigne du bouleversement géopolitique en cours. Longtemps placé en marge dans le monde de l'armement et des armées, Berlin a commencé à changer son fusil d'épaule avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le seul frein existant encore aujourd'hui à une augmentation des dépenses militaires de l'Allemagne réside dans les règles empêchant l'endettement dans un pays qui demeure inquiet de ses finances publiques. L'Europe, terrain inhabituel d'affrontement entre Séoul et Pyongyang. Mercredi, la Corée du Sud a proposé l'asile aux soldats nord-coréens présents en Ukraine. Séoul estime ainsi que les soldats nord-coréens sont constitutionnellement considérés comme ses ressortissants. Une position affirmée par le ministre des Affaires étrangères alors qu'un soldat capturé en Ukraine a déclaré demander l'asile en Corée du Sud. Alors que plusieurs milliers de soldats nord-coréens seraient présents dans les zones de guerre, une telle offre pourrait susciter des vocations. L'éruption de l'Etna enflamme l'activité en Sicile. Depuis le 12 février, le volcan est entré en activité. Des coulées de lave s'échappent du cratère Bocca Nuova, avançant lentement vers le sud-ouest sans menace immédiate pour les habitants. Cependant, de nombreux touristes multiplient les imprudences, sans doute fascinés par le célèbre volcan sicilien. Ils se précipitent sur les bords de l'Etna pour admirer les coulées de lave. Certains se sont même aventurés à descendre les pentes enneigées avec leurs skis. De quoi inquiéter les autorités locales. Ainsi, les pompiers ont mis plusieurs heures à retrouver 8 touristes, dont 2 mineurs qui s'étaient perdus lors d'une sortie lundi. Par ailleurs, les nuages de cendres projetés dans l'atmosphère ont contraint l'aéroport de Catane, deuxième ville de Sicile, à détourner plusieurs vols.
La police péruvienne ne manque pas d'imagination. Afin d'arrêter un trafiquant de drogue en flagrant délit, elle a eu recours à un déguisement de capybara, un rongeur présent sur le continent sud-américain et qui s'apparente un peu à notre castor. Sac à tortue sur le dos, l'agent déguisé s'est introduit chez le criminel, lui faisant croire qu'il avait une surprise pour lui. Il s'est ensuite jeté sur le trafiquant et l'a immobilisé en compagnie d'un autre policier. La vidéo publiée le 14 février est complétée d'un texte qui explique que la saisie a permis de perquisitionner plus de 1700 paquets de PBC, c'est-à-dire de la pâte basique de cocaïne. La police péruvienne est coutumière du fait. En 2023, déjà un policier s'était déguisé en Père Noël lors d'une opération. Le Pérou est l'un des plus grands fournisseurs de cocaïne au monde, avec environ 400 tonnes produites par an. Ce soir, immédiat et un zoom, ainsi qu'un format court avec l'avocat Gilbert Collard. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à demain.